nous ne voyons pas de paix au Moyen-Orient. Ce que nous voyons, c'est une pause inconfortable, fragile, pleine de conditions, de messages contradictoires et de beaucoup de méfiance. Et c'est la clé de tout ce qui se passe en ce moment, de tout ce qui s'est passé ces dernières heures. Salutations, je suis Arié et nous entrons directement dans le sujet car il y a beaucoup de confusion concernant ce qui se passe avec le cessez-le-feu avec l'Iran, le nouveau cessez-le-feu, entre le Liban et la réouverture du détroit d'Ormuz. À première vue, il semblerait que tout soit en train de se calmer, que Trump ait obtenu une grande victoire diplomatique et que la région entre dans une nouvelle étape. Mais quand on regarde les détails, la réalité est bien plus compliquée. La première chose à comprendre, c'est qu'au cours des 48 dernières heures, Washington a essayé de gérer plusieurs fronts en même temps. D'un côté, maintenir la trêve avec l'Iran en vie, de l'autre, arrêter les hostilités. En même temps, envoyer un signal au monde que la crise du pétrole et du transport maritime dans le détroit d'Ormuz commence à perdre de son intensité. Le problème, c'est que ces trois choses n'avancent pas au même rythme, elles n'ont pas le même niveau de solidité. Commençons par le Liban, où se trouve l'une des informations majeures. Israël et le Liban sont convenus d'un cessez-le-feu de 10 jours, comme cela a été annoncé hier, qui a commencé exactement à minuit entre le 16 et le 17 avril. Cet accord a été directement impulsé par les États-Unis après des discussions de Donald Trump avec Netanyahou et avec le président libanais Joseph Aoun. L'objectif déclaré était de réduire la tension à la frontière nord et d'ouvrir un espace pour des négociations plus larges. Il faut avancer prudemment et lire les petits caractères pour comprendre ce que cela signifie. De son côté, Israël s'est engagé à ne pas lancer d'opération offensive au Liban pendant ces 10 jours. Mais Israël n'a pas renoncé à son droit d'agir en légitime défense. Cela signifie que si Israël détecte une menace imminente, un tir, une infiltration ou une préparation opérationnelle du Hezbollah, il garde la possibilité de frapper. De plus, Netanyahou a déclaré que les forces israéliennes ne se retireront pas pour l'instant du sud du Liban et qu'il continuera d'exister une bande à l'intérieur du territoire libanais. Ce point est crucial car il démontre que nous ne sommes pas face à un retrait israélien ni à une véritable fermeture du front, mais à une suspension partielle des hostilités. Et voici la grande lacune de l'accord. Ce fameux accord n'oblige pas explicitement au désarmement du Hezbollah. Je répète cela parce que c'est probablement le point le plus important de toute cette analyse. Il n'y a pas d'obligation claire de démanteler le Hezbollah. Ce qui est établi, c'est que le gouvernement libanais, avec le soutien international, doit prendre des mesures pour empêcher les attaques, et que les forces officielles de l'État libanais doivent être les seuls responsables de la défense de sa souveraineté. Mais une chose est d'écrire cela sur le papier, et une toute autre est de le réaliser. Dans le sud du Liban, où pendant des années, le Hezbollah construit des infrastructures, des tunnels, des dépôts et des centaines de... Cela a été d'abord le Hezbollah. Ainsi, en Israël, nombreux sont ceux qui n'ont pas accueilli cette nouvelle avec soulagement, mais avec contrariété. Dans le nord d'Israël, il y a eu des maires et des dirigeants locaux qui ont déclaré ouvertement que leur communauté se sent à nouveau trahie. L'opposition a également attaqué le gouvernement en disant qu'on était encore parvenu à un cessez-le-feu sans transformer la supériorité militaire en un résultat politique stable. Et au-delà de la politique, le sentiment qui revient est le suivant. Si le Hezbollah n'est pas réellement désarmé, alors la menace n'a pas disparu. Elle est simplement restée en suspens. En fait, en Israël, il y a un fort scepticisme concernant tout ce chapitre. Des sondages publiés aujourd'hui montrent qu'une grande partie du public a accueilli le cessez-le-feu avec l'Iran avec des émotions telles que le désespoir, la confusion et même la colère. Et concernant le Liban, beaucoup ont le sentiment que la guerre s'est arrêtée, mais que le problème de fond n'a pas été résolu. Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter l'histoire de cette fiole qui m'a vraiment étonné et je pense que vous devriez la connaître aussi. Cette fiole renferme une histoire incroyable qui était inconnue jusqu'à présent. À l'intérieur se trouve de la terre du mont du Temple à Jérusalem, sauvée par des archéologues après que des milliers d'années d'histoire aient été réduites en ruines. C'est notre chance d'empêcher l'histoire de disparaître. Démarrer l'année avec un lien personnel avec Jérusalem.
Cliquez sur le lien dans la bio ou scannez le code pour profiter d'une offre spéciale. L'israélienne elle-même a déclaré qu'elle reste en état d'alerte maximale et prête à reprendre le combat en Iran et au Liban si ces trêves s'effondrent ou expirent sans prolongation. Cela en dit déjà long. Lorsque l'armée parle de trêve fragile et temporaire, c'est parce que personne ne croit au discours selon lequel tout cela est déjà terminé. Et pour que ce soit plus clair, ce qui s'est passé sur le terrain n'a pas vraiment été une scène paisible non plus. Quelques heures avant l'entrée en vigueur de la trêve, il y a eu des roquettes du Hezbollah lancées vers Israël, et ce dernier a répondu par différentes attaques tout au long de la journée et une partie de la nuit. Jusqu'à la nuit, juste au dernier moment où l'accord est entré en vigueur. Et aujourd'hui, le FBI a signalé un incident dans le sud du Liban, où un projectile lancé contre une structure suspecte est tombé par erreur près des forces israéliennes au sol, sans faire de blessés. C'est-à-dire que même dans le cadre du cessez-le-feu, la zone reste extrêmement tendue. Il suffit d'une erreur humaine, d'un mauvais calcul ou d'une provocation pour que tout s'embrase à nouveau. Bien, passons maintenant au détroit d'Ormuz, car ici aussi il y a beaucoup de propagande et de confusion. L'Iran a annoncé que le détroit resterait ouvert au trafic commercial pendant cette période de trêve. Cela a été accueilli par les marchés comme une excellente nouvelle, et c'est pourquoi les prix du pétrole se sont effondrés fortement aujourd'hui, vendredi. Reuters a rapporté une baisse d'environ 13%, ce qui est un signe clair que le marché a, du moins pour l'instant, adhéré à l'idée d'une désescalade. Mais il faut le dire clairement, Hormuz n'est pas revenu à une normalité totale. L'Iran a déclaré que les navires commerciaux pouvaient en passer, oui, mais sous certaines conditions. Ils doivent utiliser des routes que l'Iran considère comme sûres. Ils doivent coordonner leur passage avec l'autorité maritime iranienne et avec les gardiens de la révolution. Et les navires militaires restent exclus. Autrement dit, le détroit est ouvert, mais ouvert sous le contrôle iranien. Et cela change beaucoup de choses, parce qu'on ne parle pas d'une libre navigation totale, mais d'une ouverture partielle, surveillée et politiquement conditionnée. Un autre détail important s'ajoute. Trump présente cette situation comme une grande victoire personnelle. Il a dit que l'Iran, avec l'aide des États-Unis, retire les mines marines du détroit d'Ormuz. Il a également affirmé que l'Iran aurait accepté de ne plus jamais fermer le détroit. Et il a lancé des messages très durs contre l'OTAN, disant qu'ils ont proposé leur aide quand ce n'était plus nécessaire et qu'ils étaient inutiles quand on avait besoin d'eux. De plus, il a remercié publiquement l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar et le Pakistan pour leur rôle dans tout ce processus. Trump essaie de raconter l'histoire comme si Washington avait forcé tout le monde à agir et avait résolu la crise avec autorité. C'est ce qui est écrit sur le papier. C'est le discours qui est actuellement présenté. Et voici un autre point délicat. Même si l'Iran a rouvert le détroit d'Ormuz au trafic commercial, les États ont maintenu celui de l'Iran dans une zone iranienne plus large. La tension stratégique demeure. Une partie du problème a été atténuée, mais le dispositif de pression n'a pas été démantelé. En d'autres termes, le monde respire un peu mieux, mais l'Iran reste sous une énorme pression. Si les négociations échouent, Hormuz peut redevenir une carte de l'OTAN, une menace. Bien. Du côté iranien. Trump dit des choses très graves. Il affirme que l'Iran aurait accepté d'arrêter d'enrichir de l'uranium, ou du moins serait prêt à remettre son uranium enrichi dans le cadre d'un accord. Même Reuters a publié aujourd'hui que Trump a déclaré que les États-Unis récupéreraient cet uranium en coopération avec l'Iran lui-même. Mais du côté iranien, la réponse a été beaucoup plus froide, et plusieurs responsables ont nié qu'un tel accord existe déjà. Donc ici, ce qu'il faut dire de façon responsable, c'est qu'il n'y a pas de confirmation solide et partagée que la question nucléaire soit résolue. Ce qu'il y a, ce sont des négociations actives, des messages publics très optimistes, du moins de la part de Washington, et beaucoup de prudence du côté iranien. Et cela change beaucoup la lecture de l'ensemble de la situation. Parce que s'il n'y a pas encore d'accord ferme sur l'uranium, sur l'enrichissement et sur les garanties futures, alors la trêve avec l'Iran reste politiquement réversible.
Et si cette trêve est remise en cause, le front libanais entre également automatiquement dans une zone de risque. C'est la raison pour laquelle de nombreuses voix en Israël considèrent le cessez-le-feu au Liban non pas comme une décision autonome concernant le Hezbollah, mais comme une pièce dans une négociation plus vaste. Ils raconteront, et cela ici génère donc énormément de bien. Et voici la clé que beaucoup de gens n'expliquent pas bien. La trêve au Liban peut réduire le volume des tirs, mais elle ne résout pas nécessairement le problème stratégique d'Israël dans le nord. Parce qu'avec le pays du Liban, il continue d'exister, il reste armé, il fait toujours partie du tissu du sud du Liban, et en plus, Israël est toujours présent sur le territoire libanais. Cette combinaison est tout simplement explosive. Il suffit d'une seule étincelle pour que la guerre reprenne. Une roquette, une infiltration, une mauvaise interprétation ou une pression iranienne sur le Hezbollah. Et tout cela peut s'effondrer très rapidement. Cependant, il y a aussi des signes que la région, au moins pour quelques heures, essaie de reprendre son souffle. Ici en Israël, on ressent déjà cette tentative de normalité. Aujourd'hui, il a été annoncé que plusieurs sites dans le nord rouvriront aux visiteurs, tandis que d'autres restent encore fermés. C'est une petite nouvelle, mais symbolique, car lorsque des parcs, des routes et des espaces du Nord rouvrent, ce que l'on dit entre les lignes, c'est que le pays veut retrouver un semblant de vie normale. Le détail, c'est qu'une chose est de rouvrir certains endroits, et une toute autre est que les gens sentent que le danger a disparu. Et pour l'instant, ce sentiment de sécurité n'est pas encore très présent. Les gens essaient de reprendre leur routine, bien sûr, mais avec l'idée très présente que cela peut exploser à nouveau à tout moment. Alors, qu'a-t-on vraiment conclu de ces dernières 48 heures ? Premièrement, que Washington a réussi à freiner, au moins momentanément, 2 fronts en même temps, le front libanais et le front maritime. Deuxièmement, que Donald Trump essaie de présenter cela comme une victoire diplomatique totale, se présentant comme l'homme qui a ouvert Hormuz et a fait avancer un accord nucléaire avec l'Iran. Dit comme ça, c'est effectivement la réalité. Troisièmement, sur le terrain, la situation reste pleine de zones d'ombre, car le Hezbollah n'a pas été désarmé, Israël ne s'est pas retiré du sud du Liban, les États-Unis maintiennent la pression contre l'Iran et la question nucléaire reste sans solution définitive. Et c'est pourquoi la grande question n'est pas de savoir s'il y a moins de tirs aujourd'hui qu'hier. La vraie question est de savoir si cela peut durer. À mon sens, en voyant ce qui se dit ici en Israël, en observant la position de l'armée et en constatant les failles de l'accord, il me semble que la situation reste tout simplement instable. Il est possible que cette pause tienne encore quelques jours, bien sûr, peut-être 1 ou 2 semaines. Il est même possible qu'elle soit prolongée, mais il est tout à fait possible aussi qu'elle échoue, car les causes profondes du conflit n'ont pas disparu, elles ont seulement été repoussées. La réalité, c'est que l'avenir du cessez-le-feu dépend de 3 choses. D'abord, si Hezbollah accepte effectivement de rester tranquille, même s'il n'a pas été désarmé. Ensuite, si Israël décide de tolérer certaines ambiguïtés pendant quelques jours de plus, sans frapper à nouveau avec force. Et enfin, si les discussions avec l'Iran aboutissent à quelque chose de concret et pas seulement à des annonces politiques. Si l'un de ces 3 pieds échoue, alors la table commence tout simplement à vaciller. La trêve devient bancale. Si 2 échouent, alors la table s'effondre, tout simplement, c'est-à-dire que nous revenons à la guerre. Et ici en Israël, ce soupçon est donc très présent. Beaucoup de gens sentent que ce n'est la fin de rien, mais simplement un intermède, comme une pause que personne ne parvient à comprendre. Un intermède utile, peut-être nécessaire, peut-être inévitable, mais un intermède tout de même. Et la question qui reste en suspens est très simple. Assistons-nous au début d'une véritable désescalade ou s'agit-il simplement d'une pause avant le prochain affrontement ? Personne n'a encore la réponse à cette question, mais s'il y a bien une chose que ces dernières heures ont montré, c'est que le Moyen-Orient n'est pas sorti de la tempête. Il est simplement entré dans une zone de calme très fragile. Il est important que vous vous abonniez à la chaîne, que vous activiez la cloche pour être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo et que vous n'oubliez pas de laisser un like avant de partir. À bientôt.